Se positionner en tant que sauveur avec l'intention ferme de sortir les autres de leurs problèmes par force, donc cette lutte acharnée, ça revient à endosser un costume de super-héros. Mais nous savons que les super-héros n'existent que dans la fiction. Les super-héros, ils ont trop le syndrome du sauveur. Ils se la pètent. Jésus aussi. Faut que j'arrête avec Jésus. On cancelle un red flag, les super-héros. Hein. Le syndrome du sauveur, et puis c'est comme, voilà, ils sont des justiciers, hors des lois. C'est comme la police empire. Moi, je leur fais pas confiance. Hein. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs, dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, le syndrome du sauveur, sans aucun... C'est quoi vos a priori sur ce que c'est? Pour moi, c'est pas clair. Je vous donne mon a priori à moi. Ce sont les gens, un cas très précis de gens qui disent j'ai vu une coach de vie, elle m'a dit que je devais arrêter de tout le temps penser aux autres et un petit peu quand même penser à moi. Donc là, c'est fini, en fait, j'apprends à dire non et je me fais un petit peu plaisir, quoi. Les gens qui disent ça. Et pour moi, c'est red flag de fou quand quelqu'un dit ça. Voilà, je le sens pas. Je le sens pas. Quand quelqu'un dit ça, je me dis, bon, t'essayes plus de dire que t'es une incroyable personne qu'autre chose. Après, je sais pas. Mais ça, c'est les people pleasers. Ok. Mais alors, quelle est la différence? Ouais, people pleaser, c'est comme syndrome du sauveur à petite échelle. C'est-à-dire, tu veux trop te faire apprécier de tout le monde et t'es trop gentil avec tout le monde. Alors que syndrome du sauveur, peut-être que c'est comme quand les gens disent, c'est un peu le même I can fix him, quoi. C'est plus, tu te mets avec une personne. Bon, c'est pas que dans le cas de couple, quand même. Mais c'est un petit peu ce truc-là de je vais me consacrer à sauver une personne précise, alors. Ah ouais, ok. Après, ça peut être plein de choses, on va voir. C'est pas le syndrome de l'infirmière, ça. Oh là là. Mais je veux dire... quand t'es, par exemple, il y en a plein dans le chat là, si t'es par exemple militant et tout, bah t'as pas le syndrome du sauveur aussi un peu, si tu veux, si t'as une obsession d'être utile à plein de causes, c'est pas aussi ça? Tu vois, c'est tellement vaste en fait, on sait pas. La mère sacrificielle, putain. Il y a plein de noms, putain, attends, je demande à ChatG. Pardon, je sais qu'il y en a qui veulent que j'utilise plus, mais je l'aime en fait. Mais là, j'utilise beaucoup, c'est vrai. ChatG, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre syndrome du sauveur et les people pleasers, le syndrome de l'infirmière et la mère sacrificielle, par exemple? Je sais pas s'il y a d'autres termes. C'est quoi les subtilités entre chaque? Salut Roro, super pote. Le syndrome du sauveur et les people pleasers sont souvent liés au besoin de se rendre utile ou de plaire aux autres. Okay. Mais il y a des nuances. Le syndrome du sauveur, c'est quand on ressent le besoin de sauver les autres, même sans qu'ils le demandent. Les people pleasers, eux, cherchent avant tout à être aimés, en faisant passer les besoins des autres avant les leurs. Le syndrome de l'infirmière est similaire au syndrome du sauveur, mais avec une connotation plus liée aux soins et au fait de prendre soin des autres. Quant à la mère sacrificielle, elle met les besoins des autres avant les siens, souvent dans un contexte familial. Ces comportements peuvent parfois se recouper, mais ils ont chacun leurs nuances. Ok, moi ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que people pleaser, c'est plus le côté de on va éviter le conflit à tout prix, on est genre ah oui non, mais t'inquiète, machin. Alors que syndrome du sauveur, il y a une volonté de sauver, quoi. Donc on vient régler un problème et pas juste tiens avec tout le monde. C'est une version accentuée. Le truc de l'infirmière, on dirait qu'on est vraiment sur un truc de soin un petit peu et peut-être centré sur une personne, je sais pas. Mais sacrificiel, c'est plutôt la conséquence. Bon, le syndrome du sauveur, j'ai l'impression qu'il y a un truc de c'est même pas ton problème, mais tu prends un espèce de plaisir. Au moins, il y a peut-être un truc de fuite aussi. Hein. Si tu t'occupes des problèmes de quelqu'un d'autre, ça te permet de fuir tes propres problèmes, peut-être aussi. Le syndrome du sauveur, philosophie, et c'est Babylon Musk qui va nous en parler. Le syndrome du sauveur. On l'a tous en nous. Ah, et il met des sous-titres, bon. En fonction de quelque chose qui nous importe. Il y a de ça 10 ans, j'ai travaillé au nom de plusieurs associations. C'est vrai que les gourous et tout, un peu comme lui, là, il y a un côté... ils doivent un peu se cacher derrière le syndrome du sauveur. Un petit peu de moi, avant tout, si je fais ça, c'est pas... Voilà, moi, c'est juste j'ai besoin de sauver les autres, en fait, de leur apporter comment les rendre plus heureux. Par exemple, David Laroche, il pourrait très bien dire, moi, j'avoue, j'ai le syndrome du sauveur. Médecins sans frontières. La Croix-Rouge. Fred Hollows Foundation. Voilà, entre la France et l'Australie. Ah ouais, il y a cette notion-là aussi. Donc les gens qui ont le syndrome du sauveur, c'est ceux qui prennent... c'est ceux sur Tinder, ils ont des photos avec des petits enfants noirs, c'est ça. J'avais vraiment l'impression de faire quelque chose qui avait de l'impact. Quelque chose qui avait une importance. Et jusqu'à ce moment-là, je n'en doutais absolument pas. Plus les gens donnaient... Ah non, à ce moment-là, c'était surtout... Il s'est fait arrêter, non mais alors, et vous êtes trop fait avoir par son clickbait, hein. Il y a rien du tout, hein. Moi j'ai été voir, hein. Il a juste découpé un vieux vlog de quand il est en Égypte et machin, et il fait des titres un peu, voilà, pour... mais il y a rien, hein. Par contre, regardez le truc en Égypte, j'étais plus chaud d'autres parties, comme par exemple quand il visite la pyramide et tout, j'ai vu ce bout-là. Mais franchement, il y a la partie avec les flics, j'ai rien vu, j'ai zappé à plusieurs moments. Le titre c'est « Je me suis fait arrêter en Égypte », mais du coup il est dans un espèce de wagon-lit, comme ça, il est là, il y a rien, j'ai pas compris. Mais moi je le suis, je l'adore. Par contre, il y a un truc où il se fait arnaquer en Égypte aussi. Enfin, à voir. Plus les gens donnaient à Médecins sans frontières,
organisme auquel j'ai donné de très longues années. Ah, j'ai cru qu'il allait dire des grosses sommes. D'ailleurs, parenthèse, dès que tu vois quelqu'un te faire coucou dans la rue pour une asso, C'est pas quelqu'un de l'asso. Est-ce que tu te donnes déjà? Ça pourra voir si t'as envie de l'écouter ou pas. Vous savez que quand c'est quelqu'un dans la rue qui vous arrête pour une asso et tout, c'est pas quelqu'un de l'asso, hein, c'est des commerciaux engagés par cet asso qui sont payés, et c'est comme vendre des abonnements téléphoniques pour eux, c'est pareil. Juste, vous en voulez pas de dire non. En vrai, ça dépend des fois, ouais. Puis je me suis mis à bosser au nom de MSF. Donc moi, je te recommande forcément de leur donner. Cependant, un jour, il y a un monsieur qui est arrivé et qui m'a dit non pas que ce que je faisais, ça servait à rien, mais que j'étais plus un problème. Et donc forcément, j'ai pas compris, j'étais choqué, la plupart des gens ne réagissaient pas comme ça. Donc j'ai échangé quelques minutes avec lui, et il m'a dit cette phrase. Toutes ces associations sont des béquilles pour le pays, enfin pour le peuple, pour être plus précis. Des béquilles dans le sens où, vu qu'elles ont de l'aide, elles ne peuvent pas se développer afin de ne plus avoir besoin de cette aide. Parce qu'elles deviennent Comment il va retomber sur le syndrome du fermier? dépendantes de cette aide. Comme toute personne, on est tous un peu flemmards. Donc, pourquoi vas-tu fournir un effort afin de te sortir d'une situation? Alors là, on parle d'un problème particulier. Hein. On comprend rien, Babylone. Donc, c'est pas forcément un individu qui peut, mais un individu sur un aspect collectif, okay, sur un aspect régional, national, il y a moyen de faire quelque chose. Mais vu que ces aides, elles viennent toujours de l'ailleurs, on se base toujours sur l'ailleurs. Ouais. Et à cette époque-là, je donnais depuis je ne sais plus à combien d'années. Et ce qu'il m'a dit m'a fait réfléchir. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui se battent, je ne dis pas que j'adhère à ses pensées ou pas, mais telles que Kémy Séba ou d'autres, qui se battent pour faire en sorte que leur pays, leur continent, deviennent l'Eldorado. Parce qu'à partir du moment donné où d'autres pays sont l'Eldorado, on ne cherche pas à développer notre propre Eldorado. C'est un petit peu comme si aujourd'hui tu vis dans un quartier, admettons tu as une petite maison, etc. Ça se passe pas très bien. Et tu dis tiens je vais aller voir le gazon qui est à l'autre bout de la France. Alors que tu pourrais faire en sorte d'améliorer ton jardin ici. D'améliorer la relation avec tes voisins ici. Plutôt que d'améliorer la relation avec le voisin qui est à 500 km. Non, il est en train de dire il faut pas aider les autres et le monde, il faut d'abord aider les gens proches de nous. C'est ça? Il y a une certaine idéologie derrière qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus large que la manière dont j'ai de la définir. Mais le but n'est pas d'entrer en détail de ça. Juste dans ce syndrome du sauveur, où parfois, pour se sentir peut-être supérieur, pour se sentir avec une certaine valeur que l'on n'a peut-être pas trouvée ailleurs. Il a fait rimer supérieur, valeur et ailleurs, c'est incroyable. Eh bien, on va se mettre dans une posture où on va vouloir absolument faire quelque chose qui a un but d'aider. De se dire que moi, j'aide. C'est vrai que des gens sont comme ça, mais les gens sont comme ça. Et clairement, c'est la position dans laquelle j'étais. Mais attends, le syndrome du sauveur, en fait, c'est encore autre chose. Alors, comme il le définit lui, c'est vouloir en tant qu'image sociale dans son entourage, ou peut-être même public au sens large si t'es une personnalité publique, c'est avoir avant tout envie de rayonner comme un sauveur avant de vouloir sincèrement sauver. Parce que pour moi, c'est pas ça du tout. Ça, c'est le truc du sauveur blanc. Gros Babylone, frérot de barbe. Ouais, je pensais faire les mêmes cheveux. J'entends un peu que ça pousse et ça part sur des grosses dreads. Donc le syndrome du sauveur, si tu veux... Ok, on y est. C'est que tu vas vouloir te mettre absolument dans une posture qui est valorisante. Mais par définition, quand tu te mets dans une posture qui te valorise, l'autre est par définition mis dans une posture dévalorisante. Mais alors, moi je vois pas ça comme ça, parce que du coup tu peux avoir le truc du sauveur envers quelqu'un, et du coup personne ne sait que t'es de cette personne, mais toi t'as un truc, c'est important d'aider cette personne, machin, qui aurait rien demandé, limite t'en fais trop, et puis du coup voilà, c'est problématique, on sait pas. Mais c'est pas pour rayonner. Mais là du coup peut-être c'est le truc de l'infirmière alors. Peut-être il dit des bêtises aussi. Moi je crois aveuglément tout ce qu'on regarde. Non, on a une autre après, donc ça va. On va pouvoir nuancer. Faut-il continuer à donner afin de les aider ? Mais c'est pas forcément conscient, c'est ça. La raison, il y a des personnes qui font ça pour leur image. Ah oui, mais ça, mais plein. Mais du coup, c'est pas comme ça que j'appellerais ça. Mais peut-être qu'en fait, si. C'est une bonne manière de séparer, voilà. Alors, le syndrome du sauveur, ouais. Mais comment on appellerait une personne qui veut à tout prix avoir l'air d'un sauveur, tu vois? Qui, du coup, juste pour son image, en fait, il veut avoir l'air d'un sauveur. Ça a un nom, ça, ou pas? Oui, ça a un nom. On pourrait appeler ça le complexe du sauveur ou même une forme de sauveur narcissique.
C'est quelqu'un qui cherche à se montrer sous un jour héroïque, mais souvent pour nourrir son ego plutôt que par véritable altruisme. Ça te parle? Quoi? Non, non, pas du tout. Oui, ok, le complexe, voilà, parce que j'allais dire le terme syndrome. Mais ok, c'est ça qu'on peut différencier. Le complexe du sauveur, beaucoup plus de sens pour décrire justement la notion de vouloir le faire pour l'image, là où le syndrome, on est plus sur ah, je le choisis pas, c'est un besoin que j'ai, même si ça rebondit peut-être sur les mêmes trucs. Hein. Mais pour moi, si c'est le truc d'aider quelqu'un à tout prix, on est plus à fuir. Parce que c'est vrai que quand on a un souci, bah, s'occuper du souci de quelqu'un d'autre, ça permet de détourner l'attention. Moi, c'est le levier intéressant. En fait, si tu regardes sur une échelle de temps, depuis le temps que ces assos existent, la situation n'a pas vraiment changé. S'il n'y avait pas ces assos, est-ce que la situation serait la même, pire ou mieux? En soi, personne ne le sait. Cela n'est que des suppositions. Une chose est certaine, c'est que continuer ainsi ne règle pas le problème. C'est vrai qu'il dit apprendre un homme à pêcher, c'est vrai que c'est un peu ça. Il parle pas du syndrome du sauveur pour moi. Mais bon, il reste 2 minutes, attends. Quand on a le syndrome du sauveur, on se met en endroit où on règle pas vraiment de problème. Ok. On sait qu'on a un impact bénéfique parce qu'on le voit, mais il continue d'alimenter notre position. Et c'est là où je veux en arriver. Ok. Le syndrome du sauveur, c'est quand tu te mets dans une position où en fait tu aides, tel que ce que je faisais, c'est un fait. Mais la personne n'apprend pas à s'aider soi-même. J'ai aidé à faire en sorte que des personnes abîmées par des conflits divers et variés puissent recevoir une aide médicale, en particulier. Sauf que, vu que ce n'est pas une aide qui fait en sorte de régler le cœur du problème, mais qui règle les conséquences du problème. En fait, il a dû se dire tout ça pour arrêter de filer de la thune à un médecin sans frontières, quoi. Donc quand tu ne règles pas le problème, tu fais en sorte que le sauveur soit toujours là. De maintenir ton rôle de celui qui aide. Alors que si tu leur apprends à suivre des cours de médecine, ils pourront se soigner eux-mêmes. c'est le besoin de rester dans cette position de j'aide. Mais j'aide juste assez pour continuer de pouvoir aider. Alors que la vraie aide, telle qu'on devrait la classifier, c'est celle où on n'a plus besoin de moi. Ou après 1 an, par exemple, le conflit n'existe plus. Ou après 1 an, la population locale n'a plus besoin de mes dons ou de celles de mes voisins afin de construire des puits. Ils ont réussi à développer une certaine économie grâce à afin de le MrBeast. faire sans moi. Et que je devienne inutile. Sauf que le syndrome du sauveur, c'est que tu veux absolument rester dans cette position. Tu veux être utile. Tu ne veux pas repasser dans la case inutile. Il tient un truc, là, il tient un truc. Le besoin d'utilité, autre levier, je trouve. Hein. Mais au-delà de fuir son propre problème, c'est vrai que aider quelqu'un... Et pour moi, vraiment, le syndrome du sauveur, pour moi, je voyais pas ça sur le côté association et population et machin. Je voyais ça vraiment sur une personne précise, ou peut-être son entourage, par exemple. Mais plus dans des cas de figure comme ça. Comme un truc plus exagéré du people pleaser, comme on l'a dit. Et il y a le côté, c'est vrai que, bon, on a tous envie de se sentir utile. C'est vrai que quand on se sent inutile, bon, on se dit, du coup, je suis pas légitime à exister. Et du coup, trouver un moyen d'être utile de toute n'importe quelle manière, ça permet de se légitimer. Peut-être que des gens le font au travers, pour vouloir sauver les autres. T'as réussi, Babylon Musk, nous n'avons plus besoin de toi. Aider quelqu'un, c'est purement égoïste? Oui, voilà, c'est ça. Mais celui qui fait vraiment le bien résout le problème. Et devient inutile par la suite. Pas mal, j'aime bien. Dépasser le syndrome du sauveur, renoncer à sauver les autres pour se sauver soi. Ok, un autre petit avis par exemple. J'ai eu l'impression que le bien-être des autres reposait entièrement sur vos épaules. Intéressant ça. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc. Depuis son enfance, Marc s'est retrouvé dans le rôle de celui qui doit résoudre les problèmes de toute sa famille. C'était toujours lui qui intervenait en urgence, le premier à se porter volontaire. Ah oui, l'aîné qui a pris le rôle des parents. Même si ça dépassait ses capacités. Mais Marc, c'est Marc M. n'en était pas vraiment conscient. Il a agi selon ses schémas. Il était prisonnier d'une forme de compulsion. C'est vrai que Marc M, il a le syndrome du sauveur. Hein. L'Arkham, il a le syndrome du sauveur, comme l'entend Babylon Musk juste avant, justement. Et s'il ne le faisait pas, il se sentait extrêmement mal, comme s'il manquait à son devoir. Cette impulsion irrésistible était devenue une seconde nature pour lui, mais ça l'a laissé épuisé, vidé de son énergie, et souvent profondément déçu, et avec beaucoup de ressentiment. Plus tard, Marc a compris, à ses dépens, avec plusieurs expériences décevantes et malencontreuses, que cette envie excessive d'intervenir pour les autres peut devenir un véritable piège. Un piège qui nous enferme dans le rôle du sauveur et qui, paradoxalement, se retourne contre nous, nous empêchant d'atteindre notre véritable objectif, à savoir celui d'aider efficacement l'autre personne. Ok,
Alors elle, j'ai l'impression, elle est plus sur la notion que j'avais de base comme a priori. Enfin, ou comme on a un peu dit au début. Pourquoi il est essentiel pour notre propre bien-être et notre santé mentale d'apprendre à y renoncer. C'est compliqué parce que souvent, les trucs de dire faut que t'arrêtes de te penser aux autres, le truc que j'ai dit au début, hein, donc quelqu'un qui dit j'étais voir une coach de vie, elle m'a dit faut que j'arrête d'autant me sacrifier pour les autres et que je pense un peu à moi. Je trouve que ça fait red flag parce que ça cache des choses derrière, ça cache un petit peu le fait que déjà c'est agréable à entendre parce qu'en fait ça vient dire en fait le problème et si tu vas mal c'est ça, mais alors du coup c'est bien, c'est genre on te dit c'est tellement génial, t'es tous les autres et tout, donc c'est positif. Et après vu que ça rentre dans les trucs un peu de coaching, alors une psy pourrait le dire hein, bien sûr, mais ou une psy pardon, mais ça fait développement personnel parce que ça ramène un truc individuel de voilà, au lieu de penser aux autres et tout, il faut que tu te développes toi-même, il faut que tu ressentes sur toi et tout, ce qui finalement c'est compliqué. J'aimerais clarifier de quoi nous parlons exactement. Ouais, vas-y. Alors, ce phénomène se manifeste généralement par une tendance compulsive à vouloir sauver les autres, à vouloir, entre guillemets, les réparer, se pliant à leurs désirs, se pliant à leurs besoins. Mêlez-vous de vos noms et puis c'est tout. Bah oui, peut-être qu'en fait, il faut aider les autres quand on vient demander de l'aide et que sinon, faut pas le faire. Ou vous pouvez aussi ne pas aider tout court. Hein. C'est une impulsion qui va au-delà de l'altruisme désintéressé, parce que je ne parle pas de ça, bien entendu. En réalité, elle est alimentée par une perspective négative. C'est technique, hein, ce où soir. l'on croit que la prof fait de la magie. Se soumettre aux autres, la servitude, en d'autres mots, c'est le prix à payer pour obtenir leur reconnaissance et leur amour. Et sinon, on ne se considère pas comme étant digne de cette reconnaissance et amour. Et cette inclination nous pousse à agir comme un pompier, un médecin, un thérapeute ou un infirmier. Ah ouais, être digne, du coup, c'est comme si ça part d'un manque de confiance en soi et on voudrait prouver davantage son utilité en étant ok, un manque d'estime de soi compensé. Ouais, pour légitimer, ouais, ok. Et c'est pour ça que quand même les people pleasers, à leurs proches, peuvent atteindre ça en fait aussi. Peut-être les people pleasers, ils sont comme ça avec tout le monde, puis avec leurs proches, tendance à faire ça parce que comme ça, mais c'est sûr, si je suis vraiment utile et que j'aide beaucoup les autres, compenser peut-être le fait de pas être très intéressant ou marrant ou quoi que ce soit et on va pas m'abandonner, on va rester près de moi car je suis utile en fait, je suis la personne qui aide quoi. Ouais, pas mal. Non mais moi je vous dis tout, moi j'ai pas de problème à avouer là que franchement à l'inverse, moi quand quelqu'un que je connais commence à me parler d'un problème, bon ça me saoule. Je suis pas la personne idéale à qui se confier quand ça va pas. C'est dommage, hein. Je dis pas que... je pense que la personne doit aller mieux, mais après, je sais pas quoi dire. Je suis oh merde, non, faut que je trouve une solution. Et puis moi, je vais peut-être trop carré, quoi. Tu vois, souvent, les gens, en fait, dans ces cas-là, ils ont besoin un peu de réconfort, d'un truc plus genre, ah non, mais t'inquiète, ça va être un espèce de truc. Et moi, je vais peut-être être trop terre à terre en faisant, mais en fait, du coup, en apportant une solution, en espèce de... Et en fait, peut-être qu'il n'y a pas besoin de ça. C'est ça, il faut écouter. Le médecin ne force jamais un patient à consulter. Sauf en cas de risque, de danger, etc. Je ne parle pas de ça, je parle de généralité. Alors qu'on veut juste se plaindre. En général, un patient qui prend l'initiative de consulter un médecin, généralement, il y a une raison derrière, il y a un besoin avéré. Solution plus grand que réconfort, truc de bonhomme, ça, Roro. À Skip, ce serait masculin. C'est vrai que c'est un truc... C'est vrai, c'est les hommes qui, quand il y a un problème, ils trouvent une solution. Je trouve une solution. Écoute, il y a un problème, tu prends cette pierre, tu prends ce morceau de bois, et on arrête de chialer, et on y va, en fait. On met des choses en place. Alors que... ouais, ok. Ouais, ça, je comprends. Ça peut avoir du sens. Son rôle, c'est surtout de conseiller, d'orienter... Je suis qu'un homme. Et de prescrire un traitement adapté. Mais c'est finalement le patient qui est responsable de l'application de ces conseils. C'est vrai que Roro au secours, c'est le syndrome du sauveur, ça. Si le patient ignore ces conseils, il est peu probable qu'il observe une quelconque amélioration, n'est-ce pas? Dans les deux scénarios, le médecin remplit simplement son rôle. Pourtant, il ne peut pas garantir les résultats. C'est sûrement elle qui dit le truc le plus intéressant, mais... Car ça dépend largement du patient lui-même. Et n'oublions pas que dans ce cadre... C'est très monocorde, donc c'est vrai que j'ai du mal à me concentrer. Des choix conscients et des limites professionnelles. Donc c'est dans un cadre bien particulier. En revanche, et pour faire le parallèle, le sauveur agit souvent sous l'emprise de sentiments beaucoup moins visibles. La déception, l'amertume, voire le ressentiment. Ces émotions naissent
de l'attente. C'est une attente souvent inconsciente de voir les autres changer et répondre à leurs efforts. En réalité, le sauveur, bien qu'ayant de bonnes intentions, peut se retrouver à essayer de forcer les autres à résoudre leurs problèmes. Ah, c'est vraiment le I can fix him, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Quand une personne rencontre une autre personne et se dit, mais en fait, je peux l'aider, je vais le transformer à mon image, quelqu'un de broken, justement, bah, je vais pouvoir régler ça et ça va être quelqu'un à mon image et il me sera reconnaissant, il m'abandonnera jamais. J'ai l'impression qu'on a déjà été comme ça avec moi, alors que je suis irréparable. Pouvez-vous imaginer un médecin rentrant chez lui, rempli de regrets, de ressentiments envers ses patients qui n'ont pas suivi ses conseils? Peut-être que ça va l'affecter temporairement, mais il va pas se plaindre en disant « Ah bah moi j'ai tout fait pour les aider, je veux leur bien, mon désir c'est qu'ils soient en bonne santé, je veux qu'ils réussissent dans la vie, mais ils ne me comprennent pas, ils ne m'écoutent pas. » Et imaginez-le ensuite aller frapper à la porte de chacun de ses patients. Cette image, certes hyperbolique, sert à illustrer l'absurdité et le non-sens de l'acharnement à vouloir sauver les autres. Surtout lorsque ils n'ont rien demandé. J'ai souvent entendu des témoignages comme celui d'un manager qui exprime sa frustration face à ses collaborateurs qui ne semblaient pas saisir ses efforts de les aider. Et cette sensation de lutte vaine, je la connais personnellement. Et elle m'a enseigné une leçon de vie cruciale. Ça m'a pris du temps pour réaliser et puis comprendre qu'il existe une différence fondamentale entre aider judicieusement et tenter de réparer les autres contre leur volonté et par force. Pour le dire autrement, ce que moi je percevais comme étant des problèmes chez quelqu'un. C'est juste comme est la personne et en fait on veut... putain mais en fait du coup ça connecte le sauveur blanc parce que c'est un peu un truc de colon. C'est-à-dire tu crois que t'es mieux. Je sais comment c'est qu'il faut être normal et être mieux. Et donc je vais aider cette personne en lui apprenant comment c'est qu'il faut être et tout. Alors qu'en fait juste c'est une personne qui fonctionne différemment quoi. Cette prise de conscience a été un tournant fondamental dans ma vie. Comprendre que chacun a sa propre vision. C'est intéressant. Hein. Chacun a ses propres défis, chacun a son propre chemin de vie. Et qu'il n'est pas de mon ressort de les, entre guillemets, réparer, mais plutôt de proposer mon soutien. Quand il est demandé, quand il est approprié, quand la situation le requiert. Je vais retrouver ton père, ça ira mieux après. Désolé les gars, j'ai vu le bizarre, le Massemin a retrouvé mon père et je peux pas streamer aujourd'hui, on va se taper quelques balles dans le jardin. Je suis dans le jardin avec mon père et... il a un gant de baseball et on lance une balle de baseball comme ça. Se positionner en allez, tant que fiston, on va se taper cette bonne vieille balle. De sortir les autres de leurs problèmes par force. Donc cette lutte acharnée, ou en tout cas ce que nous on perçoit comme étant des problèmes chez l'autre, ça revient à endosser un costume de super-héros. Mais nous savons que les super-héros n'existent que dans la fiction. Les super-héros, ils ont trop le syndrome du sauveur. Ils se la pètent. Jésus aussi. Il faut que j'arrête avec Jésus. On cancelle un red flag, les super-héros. Hein. Le syndrome du sauveur, et puis c'est comme, voilà, ils sont des justiciers, hors des lois. C'est comme la police empire. Moi, je leur fais pas confiance. Hein. Ces démarches, même guidées par de bonnes intentions, peut involontairement priver la personne de sa capacité à penser, sa capacité à agir par elle-même. Ça va instaurer une dynamique de pouvoir où l'on va se positionner en tant que personne omnisciente, celle qui sait tout, celle qui sait mieux. Il ne s'agit pas d'un contrôle coercitif, bien entendu, c'est pas un contrôle qui vise à nuire à autrui, mais plutôt d'une tentative de contrôler votre propre anxiété, de maîtriser l'environnement. Elle est qualifiée en quoi cette dame? Elle sait plein de choses. Ah, c'est l'audace d'être soi. Ah, c'est une grosse chaîne quand même. Bah, elle sait plein de choses, j'en sais rien, mais ça semble crédible. Vous êtes déjà vu sentie prisonnière comme un oiseau qui rêve de s'envoler mais à qui on a coupé les ailes? Bon, j'ai rien dit. Bon, si elle avait une qualification, elle l'aurait déjà écrit. C'est juste Randa, master en audace. Elle a fait le truc de rendre la feuille blanche, là. Qu'est-ce que l'audace? Et là, sa première vidéo, d'ailleurs, c'est une vidéo juste fond blanc, y a rien. Qu'est-ce que l'audace? C'est intéressant, quand même. Et le fait déjà qu'on ait nuancé syndrome du sauveur, le truc infirmier, le truc sacrificiel, les people pleasers, et qu'en fait, du coup, derrière, il y a quand même une volonté de modeler les autres, le sentiment d'utilité, qu'en fait, ça paraît être altruiste, mais en fait, c'est quand même assez narcissique, que ça peut être involontaire, volontaire, c'est complexe. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme conclusion? Je sais pas, je me dis qu'en fait, aider c'est bien. Aider c'est bien sur le papier, en fait, c'est bien d'aider. Enfin, c'est bien de ne pas penser qu'à soi. C'est toujours bien, ça a toujours du sens. Mais peut-être qu'en ce qui concerne les proches, ne le faire que quand ils ont besoin d'aide pour un truc précis, plutôt que d'être là en continu, sans que ça s'arrête jamais pour les transformer, même si, voilà, il y a des gens, je pense, ils adorent recueillir une personne cassée comme ça. Et puis peut-être que parfois, il y a des gens, ils ont besoin d'une personne proche qui va les sauver, d'être proche comme ça, je sais pas, peut-être quelqu'un qui est vraiment dans la merde, qui je sais pas moi, hyper toxicomane, doit être dans la rue et quelqu'un au dernier moment dit attends, je vais t'héberger, je vais te laver, j'ai du savon, je vais te faire des bons petits plats, tu vas remonter la pente, t'inquiète pas. Ça a du sens quoi.
Ouais, moi j'ai jamais été truc sauveur, mais j'ai l'impression d'avoir fréquenté des personnes qui avaient ce côté un peu sauveur, en tout cas qui essayaient en effet de m'apprendre comment c'est qu'il faut être, comment c'est qu'il faut être normal et tout, tu vois, le côté un peu, voilà quoi, t'inquiète, là tu vas mal, t'es en dépression et tout, mais en fait, est-ce qu'en fait, un peu d'amour ne t'aiderait pas en fait à aimer la vie ? Alors que finalement, ce qu'il fallait, c'est pas la présence d'une personne, mais des antidépresseurs.